Merci Camilla pour cette belle présentation ou pour une belle introduction et merci à tous d'être là en grand nombre. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une étude qui a été menée par mon étudiante en maîtrise, Andréane Dupont, comme première auteure, mais elle a été bien encadrée car l'étude a été quand même conceptuellement assez complexe de mon ancienne étudiante au doctorat, Morgane Bocktrel, et Nicolas Fortin-Saint-Gelais, un postdoctorat qui était avec moi pendant plusieurs années. Donc, essentiellement, je vais vous présenter l'étude qui est la première euh, géographie des lacs canadiens d'un point de vue socio-écologique. Donc, pour mettre ça donc ça, c'est les visages du beau monde avec qui eu le grand plaisir de faire ce projet. Donc, pour mettre le projet un peu plus en contexte, ça faisait partie d'un réseau stratégique CRSNG à Lake Pulse, l'État des lacs, qui a été mené par Yannick Huot à l'Université de Sherbrooke, qui comprenait un grand nombre de chercheurs à travers le Québec et le Canada. Ma partie était plus axée sur les services écosystémiques des lacs et puis c'était une collaboration qui a été établie avec Robert Siron à Ouranos au tout début de la conception de Lake Pulse. Et donc, nous, on avait la responsabilité de quantifier les facteurs reliés aux services écosystémiques des lacs. Et notre objectif, et c'était de mettre la vulnérabilité de ces lacs dans un contexte biophysique et géographique. Donc, j'ai pas besoin d'élaborer trop que les lacs sont de très grande importance, particulièrement ici au Canada et de façon culturelle, et que les lacs nous offrent une grande panoplie de services écosystémiques qui sont en péril par les changements dans les territoires et les changements climatiques. Donc, il y a quand même un besoin urgent de protéger les lacs et les services qu'ils offrent. Mais il faut quand même penser que des lacs, chaque lac est comme un individu dans le paysage. Et donc, la capacité d'un lac de se tamponner contre différentes pressions humaines est vraiment reliée de ces conditions initiales. Donc, l'état écologique d'un lac devrait être mis dans un contexte régional parce qu'il y a quand même une grande diversité physiographique à travers le territoire qui devrait être prise en ligne de compte. Donc, ça, c'était vraiment la partie, je dirais, novatrice qui a nécessité une grande réflexion de la part de moi et les membres de mon labo et mes collaborateurs. Donc, essentiellement, les objectifs principaux que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était de créer une cartographie basée sur les traits biophysiques des lacs et d'essayer d'identifier les conditions de référence ou de lacs plus en santé dans chaque région. Et avec ceci, après, ensuite, quantifier l'état écologique des lacs dans ces régions spécifiques par rapport à un niveau de déviation de ceux qui sont en référence et mettre cet état écologique établi en combinaison avec les différentes menaces envers les lacs et les utilisations récréatives comme services écosystémiques pour identifier différentes priorités de conservation. Donc, essentiellement, il y a certaines, disons, écoles de pensée qui euh, suggèrent qu'un lac n'offre pas d'écoservices si ces services-là ne sont pas forcément utilisés par les humains. Bon, on peut questionner un peu cette logique-là, mais à un certain niveau, on doit mieux quand même quantifier l'utilisation de nos lacs et nos cours d'eau en termes de les services écosystémiques
systémique qu'ils offrent. Donc, la méthode nécessitait jumeler trois grands jeux de données, dont un qui nous donnait l'état écologique d'un lac, donc essentiellement l'état de santé de l'écosystème, si on veut. Un autre qui nous donnait un portrait des menaces imminentes sur ces systèmes-là en termes de est-ce que dans un futur proche, on prévoit que leurs services écosystémiques seront potentiellement en péril. Et il y a aussi combien ces lacs-là sont utilisés pour différents services écosystémiques. Et dans ce cas ici, nous avons utilisé des services écosystémiques récréatifs. Et simplement pour dire, c'est que ça reste quand même rare comme mesure en termes de services écosystémiques, ce qui est un peu aberrant, mais peut-être pas la pêcherie, mais c'est un peu aberrant parce que reste tout de même que c'est quelque chose qui est facilement quantifiable ou relativement facilement quantifiable. On va parler de ces enjeux-là plus tard. Donc, si on regarde l'état écologique des lacs à travers le pays, un des grands, disons, objectifs de Lake Powell, c'était de créer une base de données pour essentiellement offrir une information harmonisée sur le statut des lacs à travers le Canada. Donc, essentiellement, au-dessus de 664 lacs ont été échantillonnés, et ceci dans 12 écozones différentes. Le choix des lacs était largement, disons, euh, une des critères était l'accessibilité des lacs, évidemment, pour rentrer dans la base de données. Il y avait d'autres critères aussi. Mais essentiellement, c'était, disons, une logistique vraiment, vraiment compliquée qui a été menée avec brio, et ceci pendant 3 années différentes, donc 2000, je pense 2017 à 2019. Et donc, juste pour vous donner une idée de l'échantillonnage qui a eu lieu en 2017, 5 équipes ont été envoyées sur le territoire et ils ont échantillonné un lac par jour pendant une nombreuse période, pendant 2 mois de temps. Donc, on essayait de rester dans un contexte de l'été et c'est vraiment un snapshot de ces lacs à travers le pays. C'était quand même un effort logistique assez admirable. Et il y a une panoplie de variables ou plus que 100 qui ont été utilisées. Et puis, en grande partie, certaines de ces mesures étaient propriétaires, donc les chercheurs responsables pour différents volets, mais il y avait quand même une base de données collective. Et donc, moi, j'ai exploité cette base collective pour cette étude. En partie parce que les autres n'étaient pas disponibles pendant la période de cette étude. Et une chose qui était intéressante dans le choix des lacs, c'est que c'était un échantillonnage stratifié qui permettait de regarder à des lacs de différentes tailles dans les différentes écozones, mais qui avait un impact humain différentiel. Donc, essentiellement un impact humain où il y avait très peu de développement ou pas de développement du tout dans leur bassin versant, ceux qui étaient fortement dégradés. Donc, essentiellement, et ça, c'était l'intention ici, était d'essayer d'avoir les lacs très contrastés pour permettre d'évaluer leur état et offrir un portrait de l'état des lacs à travers le pays. Donc, l'approche que nous avions prise est vraiment très, très simple, mais assez novatrice dans l'optique on voyait très rapidement dans le regroupement de Lake Pulse qu'il y avait des biais en termes de notre perception de comment un lac devrait fonctionner. C'était très, disons, boréocentrique, si on veut. Et ce qu'on réalisait avec l'échantillonnage au fil des années et puis durant nos rencontres, c'est que les lacs
étaient nettement différents à travers le pays. C'est pas vraiment étonnamment surprenant, mais à un certain niveau, il fallait trouver une façon de comparer les différences d'un lac à référence et d'un lac qui a été modifié ou altéré d'une façon, disons, égalitaire à travers le pays. Donc, il fallait créer une idée de c'est quoi les conditions de base régionales à travers les différentes écozones et de là calculer une déviation c'est quoi la déviation des lacs qui sont fortement impactés par anthropisés par leur référence régionale. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est une analyse linéaire discriminante pour essayer de mieux comprendre comment les lacs se distribuaient par rapport à leurs traits biophysiques, donc les variables chimiques et morphométriques qui de les lacs de référence à travers le pays. Ça, c'est très important parce que tout considère un lac a des traits morphométriques différentiels va avoir une capacité de tampon différentielle envers les différentes pressions. Donc, essentiellement, cette analyse a démontré qu'il y avait certains lacs qui se regroupaient à travers les 11 différentes écozones qui ont été évaluées ici. Et essentiellement, on pouvait voir que certains, dans leurs conditions euh, physico-chimiques, et on avait des regroupements ou bien des écozones qui se regroupaient ensemble. Et dans ce cas-là, on a décidé de les mettre ensemble en termes de régions de lacs pour créer les conditions de base en termes de les lacs de référence. Et ce qui est ressorti, c'est que la classification en utilisant cette approche-là, qui regroupait les différents écozones, était plus robuste en termes de nous offrir une information de base sur les lacs de référence. Et donc, essentiellement, on avait 5 régions de lacs et eux avaient des caractéristiques similaires et distinctives comparativement à ceux des autres régions, qui faisaient en soi que les lacs de référence dans certaines écozones avaient des valeurs, par exemple, en termes de concentration de phosphore et d'azote. Les lacs de référence étaient plus élevés que les lacs qui étaient impactés dans d'autres écozones. Donc, c'était très, très important d'avoir un score qui permettait de faire la comparaison de façon égalitaire. Donc, essentiellement, on a souhaité déterminer l'état écologique en faisant des déviations avec les lacs par rapport à leur, l'intensité d'utilisation dans leur territoire. Et puis, essentiellement, ça nous permettait de calculer une déviation. Donc, essentiellement, ici, juste pour vous expliquer comment le graphique suivant va être présenté, et donc, on va de l'ouest de l'est à l'ouest sur cet axe. Et essentiellement, ici, ça représente la déviation de nos lacs de référence. Et puis, ça, c'est les valeurs spécifiques de chaque région qui permet ce type de comparaison. Donc, si ça se retrouve au-dessus de la ligne, c'est parce que cette valeur-là est plus haute ou elle peut être aussi plus basse que les lacs de référence. Et ce qu'on voit ici, donc c'était vraiment, disons, les indicateurs qui sont présentement ou classiquement à la mode de si un lac est perturbé, donc essentiellement les concentrations en éléments nutritifs, les changements de chlorophylle, la transparence, maintenant aussi avec la brunification, la charge en carbone, etc. Et aussi la chlorure qui existe
les apports en sel routière. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que il y a plusieurs de ces facteurs qui sont plus élevés dans les lacs impactés, c'est clair. Mais ce qu'on a choisi comme ceux qui représentaient un peu une déviation de l'état écologique de base d'une région étaient l'azote total et la chlorure. Et la raison pour qu'on a choisi ceux-là, c'est si tu regardes de façon un peu plus fine ces données-là, on voit que dans certains instances, la chlorophylle monte, mais dans certains instances, elle monte très peu. Dans d'autres instances, le phosphore monte aussi avec le TN, mais dans d'autres, non. Et c'est par rapport à comment l'utilisation du territoire a été évaluée dans les différentes régions. Et puis essentiellement, si on regarde l'azote total, c'est un signal, disons, de pression anthropique plus fiable pour deux raisons. En partie parce que ça vient des fertilisants et puis on peut voir, si on regarde l'utilisation des fertilisants de façon générale, oui, phosphore et azote augmentent sont tous deux en augmentant à cause de cette intensité, mais l'azote est toujours en augmentation plus grande parce qu'il y a une volée de sa création synthétique. Mais aussi, on n'a pas de loi ou de règlement de retirer l'azote de nos eaux usées, du moins pas de façon généralisée à travers le pays. Donc, ça reste quand même un signal agricole, mais aussi un signal des eaux usées. Et la chlorure est vraiment, c'était un indicateur urbain quand même assez impressionnante, car il y avait des indices où on voyait beaucoup moins le phosphore, mais que l'azote, mais le sel sortait dans certaines régions de façon assez importante. Donc, on a jumelé ces deux facteurs méta, les pressions importantes sur l'état des lacs du pays et ce que ça nous a permis de créer, c'est une carte qui démontrait l'état écologique des lacs qui ont été échantillonnés à travers les pulses. Et ce qu'on voit, c'est que essentiellement, quand l'état est plus verte, ça veut dire que les lacs sont hautement altérés vis-à-vis de ceux de base qui sont plus de référence qui sont noirs. Donc, l'autre jeu de données qu'on a joué avec regardait les menaces futures et les menaces envers ces lacs-là. Et c'était un jeu de données qui a été compilé par WWF en 2017. Et c'était vraiment un très, très, très beau jeu de données qu'Andréane a trouvé qui a été essentiellement un effort qui a regardé pour 164 sous-bassins versants à travers le pays. Ils ont créé un score pour 7 indicateurs de menaces sur la qualité de l'eau à l'échelle de ces bassins versants-là. Donc, essentiellement, on a un peu supposé que ces pressions ou ces menaces-là qui s'appliquaient à ces bassins versants évalués s'appliquaient aux lacs dans ces bassins versants-là. Donc, il y avait 7 indicateurs, mais on a trouvé que 5 étaient plus appropriés pour les lacs, tandis que d'autres étaient vraiment plus axés sur les rivières. Donc, on a pris ces valeurs-là pour faire un score, pour faire une évaluation des menaces à travers le pays. Donc, voici un peu les 168 sous-bassins versants. Donc, c'est quand même assez un travail assez corpulent et intéressant qui a été mené par WWF. Et ceci, encore une fois, nous a permis un peu de faire une cartographie de les niveaux de menace, dont c'est très rouge, c'est très élevé. Donc, il y a un score de 5 avec un gradient tout dépendant de où on était à travers le pays. Évidemment, quelque chose comme les changements climatiques était partout évidemment, d'autres étaient quand même incroyablement intensives
comme la perte d'habitat à travers le pays. Donc, pour les services écosystémiques, on a utilisé une base de données qui date quand même de 1996 sur les services récréatifs à travers le pays. C'était incroyablement difficile de trouver des données utilisables à travers le pays qui nous offraient une information sur les services écosystémiques. Donc, quand Andréane a tombé au-dessus de ça, c'était quand même une excellente retrouvaille pour du moins nous permettre de tester notre concept en principe. Donc, ici, les services écosystémiques étaient récréatifs et reste quand même rare que c'est utilisé dans ces types d'évaluation. Et les quatre activités qui étaient évaluées étaient la pêcherie récréative, la nage et différentes activités reliées à la plaisance en bateau, soit en voile, kayak ou bien bateau motorisé. Et cette jeu de données était quand même basé sur un bon niveau de réponse et nous l'avions ajusté pour la population de 2016. Mais disons, la granularité de cette étude était moins grande, disons, et elle était sur des vastes régions et sans vraiment des informations très spécifiques à travers ces vastes régions. Mais peu importe, c'était la meilleure information qu'on avait sur le coup pour évaluer cette approche. Et donc, on voit que évidemment, dans l'Est canadien, cette utilisation est très, très intensive par rapport à la population, très reliée à la population humaine et beaucoup plus dans l'Ouest canadien aussi. Donc, essentiellement, l'intention pour vraiment faire une évaluation socio-écologique des lacs au Canada, essentiellement, on avait un volet écologique, de l'état écologique des lacs, avec les menaces qui sont, à mon avis, écologiques autant que sociales, et un aspect très social associé à l'utilisation récréative. Et à mes connaissances, il n'y a pas eu d'effort de jumeler ces choses ensemble. Et en utilisant la schématique de coloration que j'ai présentée dans les cartes précédentes, on peut voir que si un lac est grandement utilisé, mais elle n'est pas menacée, on va voir que ça va refléter dans la carte en étant très, très bleu. Si le lac est dans un état altéré, mais elle n'est pas menacée, et puis elle n'est pas vraiment utilisée, elle va se retrouver dans la couleur verte. Et si on se retrouve dans les couleurs blanches, par exemple, les lacs sont menacés, utilisés et dans un état altéré. Donc, voici un peu le portrait de cet effort qui je trouve, est quand même une représentation visuelle vraiment, vraiment intéressante qui permet d'apporter une information quand même assez complexe dans un état assez compréhensible. Donc, si on regarde de plus proche, et c'est pas vraiment des grandes surprises que je vous présente, mais évidemment, quand on se retrouve dans des populations très abondantes, comme dans le sud de l'Ontario, autour de Toronto, on a quand même les lacs qui sont menacés, utilisés et qui sont dans un état altéré. Si on se retrouve dans les grandes villes de l'Est et à l'Ouest, on a la tendance que les lacs sont plutôt dans un état assez correct, mais sont menacés et quand même bien utilisés. Donc, essentiellement, on veut faire attention pour le développement ou bien le futur de ces lacs-là. Et quand on est plus dans le centre du pays, on voit que les lacs sont vraiment altérés, mais peu utilisés et grandement menacés.
Donc, essentiellement, en conclusion, notre approche était de faire cette évaluation socio-écologique des lacs à travers le pays et était quand même assez innovatrice. Ça nous a permis de faire une délimitation de régions de lacs distinctives. Puis je pense que ça va être très, très important en allant vers le futur. Et c'est quelque chose qui a été grandement utilisé dans la cadre directive de l'eau en Europe et quelque chose qu'on devrait peut-être mettre en contexte ici au Québec, que chaque région a quand même un peu sa saveur distinctive. On a trouvé que l'azote et la chlorure étaient des indicateurs quand même assez, disons, qui connectaient toutes les régions à travers le pays. Et puis, notre approche nous a permis de synthétiser une grande quantité d'informations pour présenter un message assez clair, à mon avis, qui pourrait être utilisé pour identifier des régions de priorité pour la conservation et la restauration. Et où je pense que la méthode va être vraiment bien, c'est de l'adapter à des échelles plus fines qui seraient à l'utilité des gestionnaires. Donc, c'était vraiment un survol. Il y a beaucoup plus de détails dans l'article qui a été publié en fin de 2023. Donc, je vous invite, et c'est open access pour plus de détails. Et j'aimerais encore une fois remercier toute l'équipe de mon labo qui a beaucoup aidé avec le développement conceptuel de cette étude, ainsi que qui a fait vraiment les travaux pratiques et toutes les équipes d'échantillonnage de Lake Pulse. Donc, merci.